Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Et dans cette vidéo, on va parler des fonds communs de placement. C'est une notion que j'ai évoquée à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube, notamment sur les dernières vidéos qui avaient été publiées sur la playlist bourse. Mais j'ai pas encore eu l'occasion de faire une vidéo complète sur les fonds communs de placement. D'ailleurs, j'avais reçu pas mal de questions à ce sujet. Donc j'ai décidé de traiter ce sujet-là au sein de cette vidéo. L'objectif, c'est de t'expliquer le concept et ce que sont finalement les fonds communs de placement, comment ça marche, comment tu peux être amené à les utiliser, est-ce que ça vaut le coup d'investir en utilisant les fonds communs de placement ou plutôt d'investir via l'utilisation d'ETF par exemple. Donc voilà, c'est tout un tas de points qu'on va être amené à voir dans cette vidéo, donc j'espère que le contenu te plaira. Alors déjà, qu'est-ce qu'un fonds commun de placement? Un fonds commun de placement ou FCP, c'est un fonds qui est géré par des professionnels et qui vont se charger pour nous tout simplement d'investir. En général, les fonds communs de placement, ils vont suivre plutôt une stratégie qui va être précise, avec pour objectif de battre le marché. Ils vont essayer d'investir dans des actifs en particulier, ça peut être des actions, des obligations, ça peut être sur des fonds monétaires, ça peut être sur des commodities qui sont aussi des matières premières, ou dans un secteur géographique particulier, etc. etc. Nous, tu sais, et c'est ce que j'essaie de proposer sur cette chaîne YouTube, j'explique que de manière générale, l'investisseur particulier, il a meilleur compte d'avoir une stratégie qui soit la plus passive possible, en n'essayant pas de surperformer le marché, mais plutôt d'être tout simplement le marché en utilisant des ETF. Mais l'objectif de ces fonds communs de placement, là on va être plutôt sur de la gestion active, et en gérant activement justement les fonds, on va essayer de déterminer les meilleures actions, les meilleures entreprises, la meilleure classe d'actifs du moment, la meilleure économie, etc., etc., avec pour principal objectif d'avoir des performances plus élevées que la moyenne et plus élevées que le marché sous-jacent. Donc c'est exactement ce que je t'ai mis à l'écran juste en dessous, Ils font de la gestion active, ils essayent de déterminer les meilleurs moments pour investir, ainsi que les meilleures entreprises, sélectionner les meilleures boîtes pour finalement essayer de battre le marché. Chaque année, à la fin de chaque année, on va essayer de comparer les performances de ces fonds communs de placement avec l'indice justement de référence. Si par exemple on est sur des fonds communs de placement qui essayent d'investir sur le marché US et plutôt sur les grosses boîtes américaines type S&P 500, tu le sais, le S&P 500, donc c'est un indice qui va représenter les performances des 500 plus grandes entreprises américaines. On a une répartition par capitalisation, donc plus une boîte va être grosse, plus elle va peser lourd dans cet indice. Et à l'intérieur, on va retrouver des boîtes comme Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, etc., etc. Et du coup, on peut avoir des fonds communs de placement qui vont se dire, bon, bah, dans le S&P 500, même si en moyenne, ça a fait des performances intéressantes sur les précédentes années, il y a quelquefois des boîtes quand même qui vont tirer les performances du S&P 500 vers le haut et d'autres plutôt à la baisse. Donc l'idée là, de certains de ces fonds communs de placement, ils vont essayer de déterminer le meilleur moment pour rentrer dans des boîtes par exemple du S&P 500 et puis mettre de côté d'autres. Et à la fin de l'année, du coup, on va regarder par rapport à S&P 500 tout bête, les performances de ce S&P 500, on va le comparer avec les performances de ce fonds de commun de placement. Et on va voir finalement lequel a été le meilleur. Pareil, on peut faire exactement la même chose avec le CAC 40 en France. Le CAC 40, donc c'est un indice qui va représenter les performances des 40 plus grandes entreprises françaises. Donc pareil, si on a un fonds commun de placement qui se dit bah moi je vais faire mieux que le CAC 40, il va essayer du coup de déterminer le meilleur moment pour rentrer, le meilleur moment pour sortir, les meilleures boîtes, etc., etc., avec toujours pour objectif de battre le marché et de battre l'indice de référence. Quand on s'intéresse au FCP, comme à chaque fois, de toute façon, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Donc il y en a quelques-uns que j'ai pu te représenter à l'écran pour que tu puisses avoir une vision un peu plus objective sur la question. Au niveau des avantages concernant les FCP, il faut savoir qu'en général, les FCP n'exigent pas d'investir des grosses sommes d'argent. Ça peut dépendre de certains fonds communs de placement, mais de manière générale, ce n'est pas des sommes aussi importantes que sur certains fonds privés ou certains fonds qui sont très prisés, comme par exemple celui de Bridgewater, de Ray Dalio ou Berkshire Hathaway de Warren Buffett. Donc voilà, là en tout cas, c'est beaucoup plus accessible pour la moyenne des gens et je te montrerai dans la seconde partie de cette vidéo comment tu peux comparer les performances des FCP entre elles, regarder les frais notamment pour pouvoir rentrer et sortir, et puis les exigences, notamment les fonds minimum à devoir investir pour rentrer sur le fonds, et enfin regarder les performances sur plusieurs années, parce que ça c'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire tu peux très bien avoir un fonds commun de placement qui peut avoir des performances on va dire importantes sur une année, 2 années, et puis après sur le long terme en moyenne il va faire moins notamment que l'indice de référence, et ça fera justement partie des inconvénients qu'on verra un petit peu plus tard dans cette vidéo. Le second avantage, c'est que c'est pas nous qui gérons les fonds, et je sais que pour beaucoup de personnes c'est un point important. Malgré l'effort qu'on peut faire aujourd'hui pour proposer du contenu sur YouTube, pour expliquer
fait qu'on n'a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr, qu'on n'a pas besoin d'avoir fait un bac+10 en finance pour arriver même à faire mieux que l'écrasante majorité des professionnels, et c'est une réalité. Il y a plein d'études qui le montrent, et je t'en présenterai une là dans la suite de cette vidéo, notamment l'étude Spiva, qui crie justement de vérité là-dessus et qui explique qu'on a très largement la capacité de faire mieux que les investisseurs professionnels parce qu'on n'a pas aujourd'hui les mêmes contraintes qu'eux en termes réglementaires, en termes de frais, et il y a encore une fois plein d'études et de statistiques qui montrent qu'on a meilleur compte en tant que particulier de s'orienter plutôt auprès de la gestion passive plutôt que de la gestion active, mais néanmoins je sais qu'il y a certaines personnes qui préféreront s'orienter auprès de professionnels entre guillemets, des banques ou des fonds communs de placement, parce que tout simplement ils n'ont pas envie, ne se sentent pas de gérer leurs propres fonds, donc voilà, ça peut être un avantage aussi à avoir en tête. Donc on laisse pour le coup là les professionnels le faire à notre place. Un autre avantage, c'est la possibilité de choisir des fonds avec une bonne diversification. Alors il y a des fonds, même s'ils sont actifs, on a quelquefois la possibilité d'échanger en fait avec les personnes qui vont gérer le fonds en leur disant bah voilà, moi cet argent-là, j'aimerais plutôt le mettre dans ce fonds éventuellement avec tel type de risque, etc. Et il arrive quelquefois que quand on est sur des gros fonds, bah justement il y ait plein de sous-catégories avec différentes manières, différentes gestions, on va dire, de portefeuille, dont certaines qui pourraient plus correspondre à d'autres profils de risque et puis également aux performances qu'on souhaiterait avoir avec ce genre d'allocation d'actifs. Au niveau des inconvénients, il y en a quand même quelques-uns. Il y a des frais qui sont importants. Donc il y a des frais pour rentrer dans le fonds, il y a des frais de gestion, il y a des frais de sortie. Donc ça pareil, il faut être très vigilant là-dessus. C'est pour ça que l'utilisation d'ETF c'est quand même intéressant parce que en général on est sur des frais très faibles. Ça peut aller de 0,10% de frais jusqu'à ceux qui peuvent coûter le plus cher à 0,60. Là on est plutôt sur des ETF assez exotiques. Donc il faut faire attention, mais on est très loin justement des frais qu'on est capable d'avoir aujourd'hui sur des fonds communs de placement. Je te présenterai là dans la suite de cette vidéo l'impact que ça peut avoir au niveau de tes rendements si jamais on décide d'avoir par exemple 2% de frais. Il y a certaines personnes qui ne se rendent pas compte, mais si tu as aujourd'hui un fonds commun de placement qui te dit on prend 2% de commission, de frais pour gérer tes fonds, tu peux te dire que c'est pas énorme, sauf que sur 10, 15, 20, 30, 40 ans, ça fait des différences qui sont significatives, donc il faut être très vigilant par rapport à ça. Souvent, l'écrasante majorité aujourd'hui des fonds communs de placement ou des investisseurs professionnels ne sont pas capables de faire mieux que le marché. Je t'ai évoqué un petit peu plus tôt l'étude Spiva qui le montre, et là c'est les chiffres que je te présente à l'écran. Alors là tu as ici en haut les large cap en growth, donc ça s'appelle les entreprises de croissance à grosse capitalisation, et à côté tu as les large cap value, donc qui vont plutôt investir de la même manière que Warren Buffett en analysant fondamentalement les entreprises, etc. Donc on a les entreprises value, les entreprises de croissance, et ce qu'on remarque c'est que si tu regardes la première ligne, c'est le pourcentage des fonds qui ont sous-performé le benchmark. Donc le benchmark c'est justement le marché classique, donc ça peut être par exemple si je suis un fonds et que je décide d'investir sur les meilleures entreprises, en tout cas sur les grosses capitalisations américaines, mon benchmark ça va être le S&P 500, c'est la même chose que ce que je t'avais évoqué avec les grosses entreprises françaises, avec le CAC 40, etc. etc. Et ce qu'on remarque c'est que si tu prends les grosses capitalisations de croissance, sur 20 ans il y a 96,5% des fonds qui font moins tout simplement que le benchmark, donc c'est quand même énorme si tu veux la grosse différence et l'image qu'on peut se faire. On se dit tiens c'est des personnes, c'est des professionnels, ils vont faire de la gestion active, je vais payer plus cher, je vais payer des frais de gestion, des frais d'entrée, des frais de sortie, il va y avoir des contraintes réglementaires, etc. Et en plus c'est même pas moi qui vais gérer les fonds, et tu regardes que sur des périodes relativement longues, sur une période de 20 ans, tu as eu 96,5% de chances de faire moins bien que le marché en utilisant ce genre de service-là. Tu vois, c'est quand même complètement dingue. Et déjà, au bout d'un an, tu as 38,2% des fonds qui font moins bien que le benchmark, donc le marché sous-jacent. Donc c'est quand même important d'avoir ces éléments en tête. Je t'ai montré là pour le pire, en fait, pour les entreprises de croissance. Pour les entreprises value, c'est moins pire, mais c'est quand même catastrophique. Au bout de 5 ans, tu as plus de 80% des fonds qui font moins bien que le benchmark. Au bout de 20 ans, c'est plus de 76% qui font moins bien que le benchmark. Donc voilà, aujourd'hui, utiliser des ETF, c'est quand même nettement plus pertinent, parce que l'idée c'est pas de battre le marché, là l'idée c'est d'être tout simplement le marché,
tu auras une volatilité qui sera plus faible, tu auras un risque qui sera plus faible, tu auras une diversification qui sera plus élevée, avec des frais de gestion qui seront nettement plus faibles que ce que tu pourras retrouver avec les fonds communs de placement. Donc il y a vraiment un intérêt aujourd'hui à s'orienter plutôt au niveau des ETF. Il y a également au niveau des inconvénients pour les fonds communs de placement, tu as des risques de faillite également qui peuvent exister. On l'a vu en 2008 avec la crise des subprimes, hein. Il y a eu des grosses banques qui ont fait faillite, notamment les Lehman Brothers. Donc voilà, on n'est pas à l'abri non plus d'avoir certains fonds d'investissement qui fassent faillite. Alors je t'ai présenté des gros fonds précédemment, je t'en ai évoqué quelques-uns. Il faut savoir qu'il y a plein de petits fonds aussi. On n'est pas toujours obligé de parler des plus gros comme Bridgewater ou également le fonds de Warren Buffett qui est Berkshire Hathaway, mais voilà, il y en a d'autres aujourd'hui qui existent, et des fonds communs de placement qui font faillite, ça arrive très régulièrement. Ils ne sont pas rémunérés à la performance, ça pour moi c'est un gros bémol. Il arrive quelquefois qu'il y ait certaines boîtes, certains fonds qui prennent une commission, on va dire, plus élevée si jamais ils ont des performances plus importantes, mais pour l'instant, à ma connaissance, l'écrasante majorité des fonds communs de placement ne sont absolument pas rémunérés justement à la performance, ils sont plutôt rémunérés à un certain pourcentage fixe, donc qu'ils fassent gagner de l'argent ou qu'ils n'en fassent pas gagner, de toute façon, eux, ils seront rémunérés de la même manière. Enfin, ce que je t'ai mis juste en dessous, c'est que les fonds qui ont le mieux performé par le passé ne sont pas forcément ceux qui vont le mieux performer par la suite, à cause de l'étude Spiva que je t'ai montré un petit peu plus tôt. Les fonds communs de placement, ils n'ont pas les mêmes contraintes que les investisseurs particuliers. C'est pas la même chose de gérer 10 milliards ou 100 milliards de fonds que de gérer par exemple 20 ou 30 000 euros. Donc forcément, il y a des contraintes, et le fait d'essayer de battre le marché, l'écrasante majorité des études et des résultats montrent que les investisseurs professionnels d'aujourd'hui ne sont pas capables de le faire pour la grosse majorité d'entre eux. Donc c'est pour ça que pour un investisseur particulier, aujourd'hui, c'est quand même plutôt intéressant de s'orienter auprès de stratégies passives comme par exemple les ETF, et vraiment se méfier. On peut très bien avoir un fonds commun de placement qui par exemple pendant 1 an, 2 ans, 3 ans va arriver à faire mieux que le benchmark, mais si on prend un horizon de temps beaucoup plus long, comme ça a été le cas sur l'étude Spiva que je t'ai présenté un petit peu plus tôt, sur 20 ans, là on a quand même des résultats assez significatifs parce qu'on l'a pris sur une durée beaucoup plus longue, et là on se rend compte encore une fois que l'écrasante majorité des fonds institutionnels et des professionnels justement de la finance ne sont pas capables de faire mieux que le benchmark. Précédemment, je t'ai évoqué le fait que lorsqu'on investit sur des fonds communs de placement, on peut avoir des frais qui peuvent être plus ou moins importants. Et dans l'exemple, pour te montrer vraiment la signification de ce que ça peut représenter, si par exemple on investit dans un fonds commun de placement qui va prendre 2% annualisé en termes de frais de gestion, pour certaines personnes pourraient considérer que ce n'était pas forcément quelque chose d'hyper élevé, d'hyper important, sauf qu'on va voir là dans cette vidéo et dans l'exemple que je vais te démontrer ici, que ça peut avoir une différence très significative en termes de performance que tu seras capable de générer avec ton portefeuille sur le long terme. Donc là, on va partir du principe que c'est quelqu'un qui va investir par exemple 10 000 euros en une seule fois. Là, c'est des dollars, mais on s'en fout, on va dire que c'est des euros, hein, c'est juste pour l'exemple. Donc on va dire que tu vas investir pendant 40 ans. Tu mets pas de l'argent tous les mois, tu mets 10 000 euros en une seule fois sur un indice, ça peut être le S&P 500, peu importe, c'est juste pour l'exemple. On va faire du 8% annualisé sur 40 ans, et on va calculer nos intérêts, on va dire, une fois par an. Donc là, on va calculer, et on se rend compte qu'au bout de 40 ans, on se retrouve avec un portefeuille de 217 000 euros, 245,21, avec des intérêts générés par notre capital de l'équivalent de 207 245,21 euros. Donc les intérêts générés, c'est justement dû aux intérêts composés. À chaque fois qu'on a des intérêts qui sont générés, ils sont automatiquement réinvestis pour faire grossir la boule de neige, et ce qui crée ce genre de courbe, hein, une courbe exponentielle. Donc là, pour le coup, on prend le cas tout bête de quelqu'un qui a investi 10 000 euros en une seule fois sur un indice type S&P 500 ou peu importe, qu'il a laissé fructifier comme ça pendant 40 ans. En moyenne, il a fait 8% annualisé. Là, c'est des rendements bruts, mais c'est juste pour que tu comprennes véritablement l'exemple. Et à la fin de la 40e année, il regarde et puis il se retrouve avec ce genre de performance. Là, je vais faire le même cas, mais quelqu'un qui a, on va dire, fait les mêmes performances, qui a fait du 8% annualisé, mais qui s'est fait prendre 2% de frais avec un fonds commun de placement. Donc au lieu de faire du 8% annualisé, du coup, il a fait du 6%. Il a toujours mis 10 000 euros au départ, et puis il a investi sur 40 ans. Donc là, tu as vu, on était à 207 000 euros d'argent qui était généré avec les intérêts, et on se retrouvait à la fin, au bout de 40 ans, avec un portefeuille de 217 000 euros. Là, si on fait la même chose avec du coup 2% de frais, on se retrouve avec un portefeuille de 102 857,18 euros, avec des intérêts générés de 92 857,18 euros. Donc en fait, il y a un différentiel qui est énorme, et les 2%
les 2% de frais qu'on t'a pris, là tu vois, ça représente plus de 100 000 euros en fait d'intérêt que tu aurais pu récupérer sur ton portefeuille, mais qui t'ont été pris par ce fonds commun de placement, sans pour autant avoir la capacité, on va dire en termes de statistiques, d'avoir la capacité de battre le marché, comme je te l'ai montré tout à l'heure avec l'étude Spiva. Donc tu vois, il faut faire vraiment très attention. Souvent, on a l'impression que 2%, 1%, 0,5%, c'est pas énorme en termes de frais, mais en réalité, sur le long terme, ça peut avoir vraiment des différences très significatives en termes de performance et en termes de résultats. Maintenant, si tu veux avoir plus d'informations sur les fonds communs de placement, tu peux aller par exemple sur le site de Boursorama, je te mettrai le lien dans la description de la vidéo. Tu cliques dessus, tu arriveras sur ce site, donc tu pourras retrouver notamment les fonds communs de placement qui sont éligibles au PEA, au PEA-PME, plutôt à l'univers action, les fonds monétaires, les obligations, etc. etc. Donc tu as plein de fonds de commun de placement différents. Et puis en dessous, tu vas avoir éventuellement le classement en fonction du risque, en fonction de la note qui aura été donnée par le site Morningstar, que pareil, je t'ai déjà évoqué à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube. Donc là, si tu veux avoir des informations sur par exemple ce fonds commun de placement là que je ne connais absolument pas, je vais cliquer dessus. Et là, on va du coup me donner le cours du fonds commun de placement et on va m'expliquer l'objectif de ce fonds commun de placement. Donc là, on va me dire ce fonds commun de placement a pour objectif de surperformer son indice de référence, le MSCI World Energy. Tu te souviens un petit peu plus tôt, je t'ai parlé du MSCI World, je t'ai parlé aussi du S&P 500, du CAC 40, etc. Donc ça dépend en fait du benchmark et ça dépend de l'indice de référence. Là pour le coup, celui-ci, son indice de référence, c'est le MSCI World Energy. Sur la durée de placement recommandée, il est investi principalement en actions liées directement ou indirectement au secteur de l'énergie. Donc là, on sait direct ce qu'il y a derrière. On peut regarder les performances justement de ce fonds sur les précédentes années. On peut descendre un petit peu plus bas, on peut voir les frais de souscription. Donc là, on voit que pour le coup, si on est chez Boursorama, on n'a pas de frais d'entrée, on n'a pas de frais de sortie. Par contre, il y a bien des frais courants. Et les frais courants, là, tu vois, c'est de 2,34% à 2,04% en fonction je pense, de l'allocation de portefeuille et puis en fonction des montants qu'on sera amené à investir dans ce fonds. Ils prennent également des commissions de performance. Ça arrive aussi très souvent. Et ils peuvent te donner plus d'informations en cliquant dessus. Donc là, tu vois, ils peuvent prendre des frais plus élevés si jamais ils ont des performances plus élevées que la moyenne, notamment s'ils arrivent à battre très largement le benchmark. Donc là, attention, ils peuvent te mettre 2,4% de frais, même s'ils battent pas le benchmark, même s'ils font des performances faibles, ils vont quand même te prendre des frais importants. Et puis s'ils font mieux, ils vont prendre des frais plus élevés. Donc quand même, attention aussi par rapport à ça. Si tu descends, tu as une notation par rapport au risque du fonds. Là, on est sur le secteur de l'énergie. L'objectif, c'est de faire mieux. Donc voilà, on est quand même sur un niveau de risque assez élevé. Et tu vas pouvoir retrouver les performances de ce fonds de commun de placement depuis le départ. Donc on voit quand même que pour l'instant, c'est un fonds qui performe quand même plutôt bien, tu vois. On est depuis 10 ans sur des performances de 52,22%, ce qui est clairement pas dégueulasse. Mais après, il faut enlever du coup l'inflation, il faut enlever également on va dire l'imposition, donc la fiscalité, il faut prendre en compte la fiscalité, il faut prendre en compte les frais, etc. etc. Et donc derrière, entre les performances qui te présentent ici et puis véritablement ce que tu vas avoir dans ton portefeuille, il y a quand même une différence assez significative. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si maintenant tu veux en savoir plus sur l'investissement en bourse, j'ai préparé un programme de formation offert que tu peux rejoindre en cliquant dans la description de la vidéo. C'est un programme de plusieurs heures où on va vraiment rentrer dans le détail sur l'investissement long terme, l'investissement en utilisant des ETF, etc. etc. Donc voilà, si c'est des notions et des points qui t'intéressent, n'hésite pas à rejoindre le programme, le lien est dans la description, tu cliques dessus, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai toutes les infos directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.